Le bruit des clés tombantes sur le sol résonna dans le garage comme un coup de feu. Isabelle se tenait là, les yeux fixés sur ma nouvelle voiture, cette Porsche argentée qui brillait sous la lumière du matin comme un joyau précieux. Mais ce n'était pas de l'admiration que je lisais sur son visage, c'était une fureur pure, distillée dans chaque trait de son expression qui se crispait. Il aurait dû me l'acheter, les mots sortirent de sa bouche comme des lames acérées, tranchant le silence matinal. Mon cœur s'accéléra, non pas de peur, mais d'une indignation qui commençait à bouillonner en moi. À 52 ans, après des décennies à construire mon propre empire, après chaque larme versée en silence, chaque nuit passée à travailler pendant que le monde dormait, je m'étais enfin accordé un luxe. Et voilà ma belle-fille, 28 ans, me regardant comme si j'avais commis un crime contre elle. Excusez-moi, réussis-je à murmurer, essayant encore de comprendre l'audace de cette affirmation. Vous m'avez parfaitement entendu, Hélène. Cette voiture aurait dû être la mienne. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, après tous les sacrifices, le mot me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Elle parlait de sacrifice, elle qui n'a jamais eu à se soucier d'un loyer en retard, qui n'a jamais travaillé un seul jour depuis son mariage avec mon fils. 25 ans auparavant, j'étais une jeune mère célibataire, enceinte et abandonnée par l'homme qui jurait m'aimer. Je me souviens parfaitement de cette froide nuit de décembre, où les douleurs du travail ont commencé, et je n'avais pas d'argent même pour un taxi jusqu'à l'hôpital. J'ai marché 4 kilomètres dans le noir, avec des contractions toutes les 2 minutes, portant une vieille valise contenant les quelques vêtements que j'avais réussi à acheter pour mon bébé. Édouard est né dans un hôpital public, où j'ai passé 3 jours à partager une chambre avec 5 autres femmes. Mais quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, je lui ai promis, et à moi-même, que notre histoire serait différente, qu'il aurait tout ce que je n'avais pas eu, qu'il ne connaîtrait jamais l'humiliation de dépendre de la bonne volonté des autres. Pendant les premières années, j'ai travaillé comme femme de ménage le jour, et j'ai étudié la comptabilité le soir. Édouard restait chez Madame Antoinette, la voisine qui est devenue plus une grand-mère pour lui que n'importe quel parent de sang. J'arrivais à la maison à 11 heures du soir, épuisé, mais je trouvais encore la force de l'aider avec ses devoirs, à la lumière d'une lampe à huile. L'électricité avait encore été coupée. Ce furent des années de pain avec de la margarine au petit déjeuner, de vêtements achetés dans des friperies, d'anniversaires fêtés avec un gâteau industriel, et 2 invités. Mais ce furent aussi des années de rêves murmurés dans le noir, de plans tracés sur des serviettes en papier, d'une détermination qui brûlait en moi comme un feu éternel. Lorsque j'ai enfin obtenu mon diplôme, j'ai ouvert ma première entreprise dans le fond de ma maison. C'était un cabinet de comptabilité qui desservait les petits commerçants du quartier. Édouard, alors âgé de 8 ans, m'aidait à organiser les papiers et à servir le café aux clients. Il était fier de me voir grandir, de faire partie de cette construction. Les années ont passé et mon entreprise a grandi. Je me suis diversifié, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai ouvert des succursales dans d'autres villes. Édouard a obtenu son diplôme en administration et est devenu mon associé. Nous étions une équipe imbattable, lui avec sa vision moderne, et moi avec mon expérience des tranchées, puis Isabelle est apparue dans nos vies. Je me souviens parfaitement du jour où Édouard l'a emmenée dîner. Elle était belle, élégante, avec cet air de quelqu'un né dans la soie. Fille d'un médecin renommé et d'une femme de la haute société, Isabelle n'avait jamais pris le bus, ne s'était jamais inquiétée de savoir s'il y aurait de la nourriture au réfrigérateur à la fin du mois. Au début, j'ai essayé de l'aimer, j'ai vraiment essayé, mais j'ai vite compris que son intérêt pour Édouard n'était pas sincère, il était stratégique. Elle avait enquêté sur notre situation financière, savait exactement combien valait notre entreprise, nos investissements. C'était une chasseuse de fortune déguisée en princesse amoureuse. Mais Édouard était aveuglé par l'amour. Ou peut-être était-il simplement ébloui par l'idée d'appartenir à ce monde glamour que représentait Isabelle. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que ma première maison, entièrement payée par moi, bien sûr. Ses parents ont contribué avec la liste des invités et quelques fleurs. Dès le premier jour de leur mariage, Isabelle a clairement indiqué qu'elle considérait notre richesse comme lui appartenant de droit. Elle a rénové la maison que je leur avais achetée, dépensant une fortune en meubles importés et en œuvres d'art. Elle voyageait en Europe 3 fois par an,
toujours en prétendant représenter la famille lors d'événements sociaux. Et Édouard, mon fils, qui m'aidait autrefois à organiser les papiers, qui m'accompagnait pendant les nuits de travail, a commencé à changer. Isabelle semait la discorde entre nous avec la subtilité d'un serpent expérimenté. Des commentaires apparemment innocents sur mon ingérence dans les affaires, sur mon manque de raffinement lors d'événements sociaux, sur la façon dont il serait naturel qu'ils reprennent complètement l'entreprise. Mais je n'étais pas une femme qui se laissait manipuler facilement. J'avais survécu à des choses bien pires qu'une belle fille intéressée. J'ai continué à travailler, j'ai continué à construire, j'ai continué à protéger ce que j'avais créé avec tant de sacrifices. C'est pendant cette période troublée que j'ai rencontré Sophie, mon avocate et par la suite, ma meilleure amie. Sophie était une femme avec une histoire similaire à la mienne. Elle avait perdu son mari jeune et élevé 2 enfants seuls, tout en construisant l'un des cabinets d'avocats les plus respectés de la ville. Elle m'a aidé à mieux structurer mes affaires et surtout à me protéger des attaques de plus en plus audacieuses d'Isabelle. Hélène, vous devez faire attention. Sophie m'a prévenu lors d'un de nos déjeuners mensuels. Cette fille prépare quelque chose. J'ai vu des mouvements étranges, des documents consultés, des gens recherchés. De l'autre côté, il y avait Robert, le comptable de la famille depuis plus de 15 ans. Robert était un homme intègre, qui m'avait aidé à naviguer dans les complexités fiscales durant la croissance de l'entreprise. Mais récemment, j'avais remarqué un changement dans son comportement. Il évitait mon regard, bégayait en répondant à des questions simples sur les finances. Ce fut Sophie qui découvrit la vérité. Robert était sous pression d'Isabelle depuis des mois. Elle le cherchait régulièrement, le questionnant sur mes investissements, sur la structure juridique de l'entreprise, sur mon testament. Et Robert, pauvre homme, était victime de chantage avec des informations qu'elle avait découvertes sur sa vie privée. Pendant ce temps, Charles, mon chauffeur et garde du corps depuis plus de 10 ans, a commencé à me rapporter des conversations étranges qu'il entendait lorsqu'il conduisait Isabelle à ses réunions mondaines. Elle rencontrait des avocats, des conseillers financiers, même un détective privé. Elle était en train de constituer un dossier sur ma vie, cherchant des failles, des vulnérabilités, tout ce qu'elle pouvait utiliser à son avantage. Le pire était de voir mon fils devenir un étranger pour moi. Édouard, le garçon qui, un jour, me tenait la main, alors que nous marchions dans les rues sombres en rentrant du travail, maintenant à peine me regardait dans les yeux. Isabelle avait réussi à le convaincre que j'étais une mère possessive, qui empêchait son épanouissement personnel et professionnel. C'est dans ce contexte tendu que j'ai décidé d'acheter la Porsche. Ce n'était pas un caprice ou une démonstration de richesse. Cette voiture représentait un symbole personnel de tout ce que j'avais accompli. C'était mon cadeau à la femme qui a un jour marché des kilomètres dans le noir pour accoucher, à la femme qui a travaillé 16 heures par jour pendant des années, à la femme qui a transformé la douleur en carburant pour construire un empire. Mais il y avait quelque chose que ni Sophie, ni Charles, ni même Robert ne savaient à propos de cet achat. Quelque chose que je n'avais même pas planifié, mais que le destin a conspiré pour qu'il arrive. À la concession, alors que je finalisais les papiers de l'achat, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Maître Dubois, l'avocat des parents d'Isabelle. Sa voix tremblait de nervosité. « Madame Hélène, je dois vous parler urgemment. Il s'agit d'Isabelle. Eh bien, il s'agit aussi de Monsieur Édouard. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain dans son cabinet. Ce qu'il m'a révélé a fait s'effondrer et se reconstruire mon monde en même temps. Isabelle n'était pas seulement une chasseuse de fortune, elle était une experte en la matière. Elle avait un historique de relations avec des hommes riches, suivant toujours le même schéma: séduction, mariage, manipulation, et finalement, divorce avec un partage substantiel des biens. Édouard était son 3e mari. Les 2 précédents avaient pratiquement tout perdu pour elle dans des accords judiciaires millionnaires. Mais il y avait plus, elle était enceinte d'un autre homme, un homme d'affaires marié, avec qui elle entretenait une liaison depuis plus de 2 ans. Et elle envisageait d'utiliser cette grossesse comme arme ultime contre Édouard et contre moi, prétendant que l'enfant était celui de mon fils pour garantir un héritage encore plus important. Maître Dubois m'a montré des photos, des documents, des conversations enregistrées. Isabelle avait commis une erreur cruciale. Elle avait tenté de faire chanter les parents du véritable père de l'enfant, et eux, désespérés de protéger leur propre mariage, ont cherché de l'aide juridique.
Elle ne sait pas que nous avons tout découvert, m'a expliqué Maître Dubois. Et maintenant, nous avons l'opportunité d'inverser la situation avant qu'elle ne cause encore plus de dégâts. C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable signification de cette Porsche. Ce n'était pas seulement une voiture, ce serait le catalyseur qui forcerait Isabelle à montrer son vrai visage. Si vous voulez savoir comment des histoires comme celle-ci se déroulent, comment des femmes comme moi trouvent la force de lutter contre les injustices et révèlent les vérités cachées, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, nous partageons des récits réels de dépassement de soi, où la dignité triomphe toujours du mensonge. Le lendemain, quand Isabelle est apparue chez moi avec ce regard furieux, je savais déjà exactement ce qui se cachait derrière cette performance. Elle n'était pas indignée par ma démonstration de richesse, elle était désespérée parce que ses plans étaient menacés. « Isabelle ?» ai-je finalement répondu, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. Cette voiture a été achetée avec mon propre argent, fruit de décennies de travail acharné. Si vous pensez y avoir droit, vous devriez peut-être considérer vos priorités. Priorités? A-t-elle crié, perdant complètement son sang-froid. Vous n'avez aucune idée des sacrifices que j'ai faits, Seth. J'ai abandonné ma carrière, mes rêves, tout pour la famille Seth. Et maintenant, vous m'humiliez en achetant cette voiture extravagante, alors que je dois demander la permission pour acheter un sac Seth. Il était impressionnant comme elle réussissait à déformer la réalité. Isabelle n'avait jamais eu de carrière. Elle avait fait des études d'art plastique, mais n'avait jamais travaillé un seul jour. Ses rêves Seth consistait à voyager à travers le monde en dépensant l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Et quant à demander la permission, elle dépensait mensuellement plus que ce que beaucoup de familles gagnent en un an. Sacrifice, ai-je répété le mot lentement, le laissant résonner dans l'air. Vous voulez parler de sacrifice, Isabelle Seth. Je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur le jardin, où Édouard jouait enfant. Je pouvais le voir là, à 7 ans, m'aidant à planter les rosiers qui fleurissaient encore chaque printemps. Laissez-moi vous parler de vrais sacrifices. Le sacrifice, c'est de travailler 16 heures par jour pour que son enfant ait de quoi manger. Le sacrifice, c'est d'étudier à la lueur des bougies, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer la facture d'électricité. Le sacrifice, c'est de porter les mêmes vêtements pendant 5 ans pour que son enfant puisse avoir de nouvelles chaussures pour aller à l'école. Cela, ma chère, ce sont des sacrifices. Le visage d'Isabelle était rouge de colère, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Il y avait de la peur. Elle savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux. « Vous faites toujours ça », s'exclama-t-elle. « Vous utilisez toujours votre histoire de souffrance pour m'humilier. Mais ça ne sert à rien, Hélène. Les choses ont changé. Édouard voit enfin qui vous êtes vraiment. Une femme possessive qui ne supporte pas qu'il ait grandi. » C'est à ce moment-là qu'Édouard apparut sur le seuil de la pièce. Mon cœur se serra en le voyant. Il était maigre, avec de profondes cernes, clairement stressé. Isabelle avait réussi à transformer mon fils vibrant en une ombre de lui-même. « Maman, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, regardant nerveusement entre nous deux. Isabelle changea immédiatement de posture, se transformant en épouse attentionnée et inquiète. « Mon amour, j'essayais juste de parler à ta mère de comment nous nous sentons exclus des décisions financières de la famille. Acheter cette voiture, sans même nous consulter, a été très douloureux pour nous. » Édouard soupira lourdement. Il était évident que ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce discours. « Maman, peut-être devriez-vous parler plus calmement. Isabelle a raison sur certains points. Nous sommes une famille, nous devrions prendre ces décisions ensemble. » Je sentis mon cœur se briser. Mon propre fils, pour qui j'avais tant lutté, était utilisé comme une arme contre moi. Mais je sentis aussi une froide détermination s'installer en moi. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. « Édouard, dis-je, ma voix ferme, tu as raison. Nous sommes une famille, et les familles doivent être honnêtes les unes avec les autres. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de parler de certaines vérités qui étaient cachées. » Isabelle pâlit instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent comme ceux d'un animal acculé. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle. « Ah, mais tu le sais très bien. » Je marchai jusqu'à mon bureau et pris un dossier qui était rangé dans un tiroir. Sophie m'a apporté des documents très intéressants hier. Des informations sur ses mariages précédents, sur ses méthodes pour construire sa fortune. Le silence qui s'installa dans la pièce était assourdissant. Édouard regardait confus entre nous deux, ne comprenant clairement pas ce qui se passait. « De quoi parlez-vous? Quel mariage précédent ?» Isabelle essaya de parler,
mais seulement un son étranglé sortit de sa gorge. Édouard, commençai-je calmement, ta femme a été mariée 2 fois avant de te marier. Dans les 2 cas, les divorces ont donné lieu à des accords millionnaires qui ont laissé ses ex-maris pratiquement ruinés. C'est un mensonge. Isabelle réussit finalement à crier. C'est un mensonge. Hélène invente ces histoires pour nous séparer. Mais Édouard ne la regardait pas avec amour et protection comme il le faisait toujours. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il y avait un doute. Maman, avez-vous des preuves de ce que vous dites? J'ouvris le dossier et commençai à distribuer les documents sur la table basse. Acte de mariage, accord de divorce, articles de journaux sur les procès. Chaque papier était comme une lame coupant les toiles de mensonges qu'Isabelle avait tissées autour de nous. Voici le premier mariage. Édouard. Isabelle s'est mariée avec Fernand Olivier, héritier d'un réseau de supermarchés, quand elle avait 22 ans. Le mariage a duré exactement 2 ans. Elle est sortie du divorce avec un manoir, 2 voitures de luxe et une pension mensuelle de adaptation nécessaire montant adapté au contexte français. Édouard prit les documents avec des mains tremblantes. Ses certitudes s'effondraient sous ses yeux. Et voici, continuai-je prenant un autre ensemble de papiers, le deuxième mariage. Rodrigue Santos, propriétaire d'une entreprise de construction. Mariage qui a duré 1 an et 8 mois. Isabelle a obtenu la moitié de l'entreprise, un appartement à adaptation nécessaire, quartier chic de Paris ou autre grande ville, et une indemnisation pour dommages moraux. Ça ne prouve rien, cria Isabelle, mais sa voix était hystérique maintenant. J'étais jeune, j'ai fait des erreurs, mais Édouard est différent. J'aime vraiment Édouard. Ah, mais tu aimes vraiment, répondis-je, ma voix pleine de sarcasme, au point d'être enceinte de lui, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut absolument mortel. Isabelle devint livide. Édouard sembla cesser de respirer. Comment avez-vous? Comment je l'ai su? Terminai-je la phrase pour elle. Parce que j'ai enquêté, Isabelle, tout comme tu as enquêté sur ma vie pendant 2 ans. J'ai décidé d'enquêter sur la tienne. Je pris le dernier document du dossier, le test ADN prénatal que Maître Dubois avait obtenu grâce à ses contacts médicaux. Le bébé que tu attends n'est pas celui d'Édouard, c'est celui de Marc Aguiar, un homme d'affaires marié avec qui tu entretiens une relation depuis plus de 2 ans. Le même homme que tu essayais de faire chanter pour qu'il assume la paternité. Édouard s'effondra lourdement dans le fauteuil, le visage complètement blanc. Tout son monde s'écroulait en même temps. Isabelle tenta une dernière carte désespérée. Vous ne pouvez pas prouver ça. Ces documents peuvent être faux. Édouard, elle ment pour nous séparer parce qu'elle est jalouse de notre amour. Mais il était trop tard. Édouard avait vu trop de preuves. Il avait relié trop de points. Il se leva lentement et regarda la femme qu'il pensait connaître. C'est vrai? Sa voix n'était qu'un murmure. Le bébé n'est pas le mien. Isabelle essaya de mentir une fois de plus, mais quelque chose sur son visage la trahit. Peut-être était-ce la fatigue de maintenir tant de mensonges. Peut-être était-ce le désespoir de voir ses plans détruits. Elle s'effondra sur le canapé et se mit à pleurer, mais c'était des larmes de colère, pas de remords. Vous avez tout ruiné, cria-t-elle vers moi. J'avais droit à cette vie, je mérite cet argent. J'ai travaillé pour ça, travaillé. Édouard explosa enfin. Quel travail, Isabelle? Mentir? Tromper? Manipuler? La vérité avait finalement fait surface. Mais la douleur sur le visage de mon fils était insupportable. Il avait perdu non seulement une épouse, mais toute confiance en sa capacité à juger les gens. C'était un homme détruit. Édouard, dit-elle doucement, je suis désolée que tu aies dû passer par là. Il la regarda, les yeux emplis de larmes. Maman, je ne savais pas. J'ai vraiment cru qu'elle m'aimait. Et toi, je t'ai si maltraité ces dernières années. Tu as été manipulé, mon fils. C'est son domaine d'expertise. Isabelle se leva brusquement, retrouvant une partie de son calme. Elle savait que la partie était terminée, mais elle ne quitterait pas la scène sans un dernier acte dramatique. Vous allez le regretter. Je vais poursuivre cette famille en justice. Je vais prouver que j'ai été victime de harcèlement, de violence psychologique. Mes avocats vont, vice-avocats, l'interrompis-je avec un sourire glacial. Vous faites référence aux mêmes avocats qui représentent les parents de Marc Aguiar. Parce qu'ils ont changé de camp, Isabelle. Ils travaillent maintenant à protéger leurs clients de vos tentatives de chantage. Le masque est enfin tombé. Isabelle me fixa avec une haine pure, distillée. Vous croyez avoir gagné, n'est-ce pas? Mais je trouverai un moyen de vous détruire tous les deux. Je ne sortirai pas de cette histoire les mains vides. En fait,
Si, répondit une voix derrière nous. Sophie était entrée silencieusement par la porte de derrière, accompagnée de 2 huissiers et d'un inspecteur de police. Isabelle Silva Santos, dit l'inspecteur, vous êtes arrêtée pour escroquerie, faux et usage de faux et tentative d'extorsion. La scène qui suivit fut presque surréaliste. Isabelle, la femme qui se présentait toujours comme la victime des circonstances, était menottée dans mon salon. Elle hurlait sur les injustices, sur les persécutions, sur le fait que nous étions tous des conspirateurs, essayant de la détruire. Mais ces paroles tombaient dans le vide. La vérité avait triomphé, après le départ d'Isabelle. Édouard et moi restâmes seuls dans le salon, qui avait été témoin de tant de drames. Le silence n'était plus tendu, il était réfléchi. Maman, dit-il finalement, peux-tu me pardonner? Je m'approchai de lui, et pris ses mains, comme je le faisais lorsqu'il était petit, et avait besoin de réconfort. Édouard, tu es mon fils. Il n'y a rien à pardonner. Tu as été victime d'une manipulation extrêmement bien orchestrée. Mais je l'ai défendu contre toi tant de fois. J'ai dit des choses horribles. Elle savait exactement où appuyer pour te semer la confusion. Cela ne diminue en rien ce que tu es. Dans les mois qui suivirent, Édouard traversa un processus de guérison émotionnelle. Il fit une thérapie, reconstruisit son estime de soi, apprit à faire confiance à nouveau à son discernement. Mais il redécouvrit aussi qui il était vraiment, pas l'homme qu'Isabelle avait essayé de modeler, mais le garçon qui m'aidait autrefois à organiser des papiers et rêvait de construire un avenir meilleur. Ensemble, nous avons restructuré notre entreprise. Édouard a assumé de nouvelles responsabilités, non pas parce qu'il était manipulé par une belle fille intéressée, mais parce qu'il avait vraiment la vision et les compétences nécessaires pour diriger. Notre partenariat s'est renforcé, basé désormais sur la confiance mutuelle et des objectifs communs. La Porsche est restée garée dans le garage pendant quelques semaines. Chaque fois que je la voyais, je me souvenais de tout le drame qu'elle avait déclenché. Mais Sophie m'a fait voir les choses sous un angle différent. Hélène, cette voiture n'a pas causé le problème, me dit-elle lors d'un de nos déjeuners. Elle a simplement révélé un problème qui existait déjà. Si ce n'avait pas été la voiture, ce serait autre chose. Isabelle était déterminée à montrer son vrai visage. Et heureusement, cela s'est produit avant qu'elle ne cause des dommages encore plus importants. Elle avait raison. La Porsche avait été le catalyseur d'une révélation qui devait avoir lieu. Elle m'avait donné l'occasion de protéger mon fils et notre famille avant qu'il ne soit trop tard. Quelques mois plus tard, nous avons appris qu'Isabelle avait été condamnée à 5 ans de prison. Elle a tenté un arrangement, offrant de rembourser une partie de l'argent qu'elle avait volé à ses ex-maris, mais la justice a décidé qu'il était temps pour elle de payer pour tous ses crimes. Édouard m'a parfois demandé si j'avais pitié d'elle. La vérité est que oui, d'une certaine manière. J'avais pitié de la femme qu'elle aurait pu être si elle avait choisi un chemin différent. Mais je ne regrettais pas d'avoir révélé la vérité. Protéger notre famille était ma responsabilité, et je m'en suis acquitté. La voiture est finalement devenue un symbole de victoire pour nous. Non pas une victoire sur une personne, mais une victoire de la vérité sur le mensonge, de l'authenticité sur la manipulation, de l'amour véritable sur l'intérêt financier. Aujourd'hui, lorsque je conduis dans les rues de la ville, je me souviens de la femme qui a un jour marché des kilomètres dans l'obscurité pour accoucher. Je me souviens de la détermination qui m'a guidé à travers des décennies de lutte. Et je comprends que chaque défi, chaque bataille, chaque moment de douleur a été nécessaire pour me transformer en la femme que je suis aujourd'hui. Édouard a trouvé un nouvel amour, une femme authentique, travailleuse, qui l'aime pour ses valeurs, pas pour son argent. Elle me rappelle moi-même dans ma jeunesse, déterminée, honnête, prête à se battre pour ce en quoi elle croit. Notre famille s'est reconstruite sur des bases solides de vérité et de respect mutuel. L'entreprise continue de croître, mais nous sommes maintenant sûrs d'être entourés uniquement de personnes qui partagent nos valeurs. Je reçois parfois des lettres de femmes qui ont vécu des situations similaires, des mères qui ont été manipulées par des belles filles intéressées, des épouses qui ont découvert les mensonges de leur mari, des filles qui ont dû protéger leurs parents de profiteurs. Elles trouvent toutes dans mon histoire la force de se battre pour leur propre vérité. La leçon la plus importante que j'ai apprise au cours de ce parcours est que la dignité n'est pas négociable. Peu importe combien d'argent quelqu'un a, combien d'arguments il utilise, combien de chantage
chantage émotionnel il exerce. Notre dignité est intouchable si nous le décidons. Le pouvoir silencieux D'une femme qui connaît sa propre force est quelque chose qu'aucun manipulateur ne peut briser. Cela peut prendre du temps À se réveiller, cela peut être testé de plusieurs manières, mais lorsqu'il émerge finalement, il est inébranlable. Aujourd'hui, lorsque je regarde cette Porsche, Dans le garage, je vois bien plus qu'une voiture de luxe, je vois le symbole d'un cheminement personnel, d'une protection familiale, d'une victoire de la vérité. Je vois la preuve qu'il vaut la peine De se battre pour ce qui est juste, même lorsque la bataille semble impossible. et surtout, je vois la confirmation Que cette jeune fille qui a un jour marché dans l'obscurité pour donner naissance a non seulement survécu, elle a triomphé avec dignité, avec intelligence, avec cette force silencieuse que seule une femme qui connaît sa propre valeur possède. la guerre silencieuse Était terminée.